Bonsoir, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Nous sommes le jeudi 11 février. Voici les titres de cette édition. L'hôpital de Rambouillet et la police nationale s'associent. Une convention a été signée ce matin pour améliorer l'accueil et la prise de plainte des victimes de violences conjugales. Initiative au moment où le phénomène connaît une hausse dans les signalements. La visite ce matin de Geneviève Darrieussecq dans les Yvelines. La ministre déléguée aux armées s'est rendue au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Sur place, inauguration d'un nouveau bâtiment dans le cadre d'un vaste plan de réhabilitation de l'établissement. Et le dossier du Bois de l'Étang suscite les oppositions à la Verrière. La majorité municipale prévoit une rénovation du quartier avec démolition partielle, une proposition différente de celle portée par le maire Nicolas Dainville lors de la dernière campagne des élections municipales. Il sera notre invité, un sujet à l'origine de tensions hier lors du conseil municipal. Focus également à la fin de ce journal sur le théâtre Eurydice de Plaisir, un ESAT qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leurs projets professionnels et ce, grâce à la culture. En 2020, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint selon le ministère de la Justice. Les signalements pour violences conjugales ont été également en hausse de 16%. Pour améliorer l'accueil et la prise de plainte des victimes, le centre hospitalier de Rambouillet et la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines ont signé une convention ce matin. Les précisions de Mélanie Poquet. Accompagner les victimes à signaler des violences conjugales et porter plainte. Avec cette signature, l'hôpital de Rambouillet et la police nationale des Yvelines renforcent leurs liens. L'occasion pour nous de formaliser ce passage de relais, ce passage entre équipes et qui permet aussi de donner confiance à la victime, de pouvoir la soutenir lorsqu'elle a cette démarche difficile de devoir porter plainte à un moment donné contre un conjoint. Le cadre de l'hôpital sera plus sécurisant pour ces personnes. Le fait qu'on vienne directement, qu'on soit présenté par une personne avec laquelle elles ont déjà un contact privilégié, voilà, c'est quelque chose de très positif sur le plan psychologique pour les victimes. 50 à 70% des patients identifiés comme victimes de violences par les urgences de Rambouillet ne portent pas plainte. On pourra prendre nous-mêmes contact avec la police pour donner le lieu et l'heure de rendez-vous à la dame ou la personne victime de violence. Ça donne un attrait un peu plus accueillant et chaleureux sur la démarche à faire. Les élèves infirmiers et internes reçoivent depuis le début de l'année une formation autour de cette question. 3000 cas de violences conjugales ont été recensés dans les Yvelines en 2020. Après plusieurs mois de travaux, le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École a inauguré un nouveau bâtiment d'hébergement. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, était présente ce jeudi matin pour l'événement. Ces travaux ont eu lieu dans le cadre du plan lycée du ministère. Astrid Berger était sur place. Un bâtiment flambant neuf, encore vide, mais qui accueillera bientôt les élèves de classe préparatoire du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. C'est pour l'inaugurer que la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq a fait le déplacement ce jeudi 11 février. Ce projet de bâtiment, Paul Lapeyre, tout simplement le démarrage d'un grand chamboulement ici à Saint-Cyr-l'École, un chamboulement positif bien sûr, avec une amélioration des conditions d'accueil des lycéens et des étudiants. Et ce premier bâtiment en est le témoignage puisqu'il va abriter, c'est un bâtiment d'hébergement pour les étudiants en classe préparatoire. D'autres changements sont prévus dans l'établissement. Un autre bâtiment va être rénové d'ici 2022. Il accueillera alors l'internat et celui inauguré aujourd'hui deviendra un bâtiment d'enseignement. Ces travaux ont lieu dans le cadre du plan lycée mis en place par la ministre. J'ai mis en œuvre un plan lycée avec un plan d'investissement ambitieux dans les établissements parce qu'il y avait certains établissements avec des structures très vieillissantes et qui n'étaient plus aux normes du XXIe siècle. Et donc ce plan lycée a été décidé fin 2017. Les premiers plans ont été élaborés en 2018 et là nous avons déjà la réalisation ici à Saint-Cyr-l'École. Le but, que les élèves soient accueillis dans de meilleures conditions. À la fin de cette visite, la ministre a tenu un comité directeur du plan lycée pour suivre l'évolution des investissements dans les établissements concernés.
Ce mercredi, c'est Jean Castex qui était dans les Yvelines. Nous en parlions hier. Le Premier ministre est venu à Mantes-la-Ville avec la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon. Visite dans le cadre de la loi Climat et Résilience votée le matin même au Conseil des ministres. L'objectif, diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années. Le tout grâce à des réhabilitations de friches et de fonciers dégradés. Pour ce faire, 300 millions d'euros du plan de relance du gouvernement y seront dédiés. D'ailleurs, le Premier ministre, vous l'avez vu sur ces images, a visité à Mantes-la-Ville la halle Sulzé qui va faire l'objet d'une réhabilitation en 3 blocs. Une université, un jardin couvert et un équipement culturel verront le jour sur place. Et depuis quelques jours, le dossier de la rénovation du quartier du Bois de l'Étang est au cœur des tensions à la Verrière. Le projet de la nouvelle majorité municipale prévoit une rénovation avec une démolition partielle, une proposition différente de l'engagement de la liste de Nicolas Dainville lors de la dernière campagne des élections municipales. L'ancienne maire communiste Nelly Dutu, aujourd'hui dans l'opposition, et le collectif des locataires du Bois de l'Étang s'insurgent face à cette décision. Les explications de Nicolas Dandry. C'est un dossier de longue date à la Verrière, le projet de rénovation du quartier du Bois de l'Étang. Après s'être engagé durant la campagne des municipales sur un projet sans démolition, le maire Nicolas Dainville a choisi de suivre une autre option, celle de l'Agence nationale de rénovation urbaine avec une démolition partielle. Les financements pourraient atteindre plus de 60 millions d'euros d'après les premières estimations. On part sur une inscription dans l'ANRU pour avoir le maximum de financement possible. L'ANRU passe par quelques démolitions. 20 millions d'euros pour réhabiliter les intérieurs des appartements, les sols, les plomberies, les sanitaires, les halls, les ascenseurs. 20 millions d'euros pour les voiries, les espaces verts, les aires de jeu. 20 millions d'euros pour les équipements, une école, une maison de quartier. 2 millions d'euros pour sécuriser les espaces et mieux les délimiter. Engagé pendant la campagne sur un projet de rénovation avec démolition, le conseiller municipal d'opposition Jean-Yves Blé reste sur sa position. On nous annonce 260 logements détruits. Nous étions plutôt sur quelque chose, sur une... Vous savez, il y avait eu plusieurs versions de proposées, et nous étions sur la deuxième version, autour de 180 logements. De son côté, Nelly Dutu, ancienne maire de la Verrière, aujourd'hui conseillère municipale d'opposition, est toujours en faveur d'un projet de rénovation sans démolition. Elle a interpellé le maire sur le sujet lors de la séance. Que l'on soit pour ou contre les démolitions, je dirais, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait autre chose que ce qu'on avait dit sans prévenir personne. On ne peut pas traiter les gens. On ne peut pas traiter les habitants de cette façon. Si les habitants sont largement majoritaires pour des démolitions, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il les concerter pour le savoir. Du côté de certaines associations, l'inquiétude grandit. C'est le cas du collectif des locataires du Bois de l'Étang créé en 2014. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur cette charte de relogement, ni sur les démolitions qui ont été prises par apparemment M. Dainville et son équipe seule. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit un projet qui soit fait par les habitants, avec les habitants, pour les habitants. Tous les habitants doivent être consultés pour donner leur avis. S'il y a des démolitions, il y aura des démolitions. S'il n'y a pas de démolition, il n'y aura pas de démolition. Mais il faut qu'on y aille tous ensemble sur ce projet comme on avait fait avec la municipalité précédente. Le maire annonce vouloir faire une concertation avec les habitants sur la base de son projet. Il prévoit la démolition entre 214 et 264 logements. Et avec nous justement par visioconférence, Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Maire de la commune de la Verrière, pour continuer à parler de ce sujet du Bois de l'Étang qui représente environ 2300 des 6500 habitants à la Verrière. On vient de l'entendre dans le sujet, Nicolas Dainville, entre 212 et 264 logements du quartier pourraient être concernés par une démolition. Est-ce qu'on sait quels bâtiments sont concernés ? Alors déjà, pour répondre à votre question, tout l'enjeu, c'est de réhabiliter les appartements et les extérieurs. Mais pour réhabiliter, il faut trouver de l'argent. Soit pour trouver l'argent, on bétonne tout autour du quartier. C'était le projet de l'ancienne municipalité qui avait missionné un architecte qui s'appelait M. Castro, qui voulait combler les vides et donc vendre massivement le foncier à des promoteurs privés pour construire 500 à 600 nouveaux logements tout autour du quartier, pour trouver l'argent et financer les réhabilitations. Ça, ce projet-là, dès qu'on l'a vu avec mon équipe, on l'a catégoriquement refusé parce que ça aurait été invivable pour les habitants du quartier. Donc c'est pour ça que vous avez changé d'avis sur le sujet aujourd'hui ? Soit on passe par l'ANRU, et donc c'est l'ANRU que l'on choisit, qui permet d'avoir des financements
conséquent, tel que jamais on pourrait en avoir à la Verrière, sans l'ANRU, et donc qui passe effectivement par des démolitions. Alors les démolitions de bâtiments, il y a effectivement des bâtiments qui ne peuvent pas être démolis pour tout un tas de raisons techniques, d'autres qui ont un intérêt effectivement d'un point de vue urbain pour que le quartier soit plus accessible, soit plus ouvert, pour proposer une meilleure offre commerciale. Et donc tout cela sera bien évidemment abordé avec les habitants. Aujourd'hui, il est question donc de la charte de relogement et de l'inscription pleinement de la commune dans l'ANRU. On va en parler dans un instant. Et ces financements de l'ANRU sont estimés à environ 60 millions d'euros. Justement, c'est pour ces raisons que vous avez évoqué qu'il y a ce changement d'avis de votre part, puisque on rappelle lors de la campagne que vous étiez, vous, plutôt favorable à une rénovation du quartier du Bois de l'Étang, mais sans démolition. Écoutez, c'est vrai que quand on n'est pas maire, on n'a pas accès à toutes les informations. Depuis que je suis devenu maire, j'ai eu accès à ce projet de l'ancienne municipalité qui consistait à bétonner pour trouver des financements et réhabiliter sans démolition. C'est clair que ça m'a fait froid dans le dos. Quand je suis devenu maire, j'ai eu aussi accès aux services et aux partenaires qui ont tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'attractivité du quartier. Et j'ai eu accès aussi à tout un ensemble d'habitants qui sont venus me voir, qui avaient du mal ou qui avaient parfois peur de s'exprimer publiquement dans les réunions publiques, mais qui m'ont dit qu'ils voulaient un changement profond. Et donc tout cela m'a conduit effectivement à évoluer sur le sujet avec un élément en plus, qui est cette charte de relogement qui au début, pendant la campagne, n'existait pas, était en travail pendant de longues années au niveau de l'agglomération, mais il n'y avait pas d'accord politique sur cette charte. C'est chose faite puisque on va pouvoir l'adopter au niveau de l'agglomération et donc ça sécurise tous les parcours des personnes qui seront contraintes d'être logées avec des conditions très avantageuses. Donc oui, ça apporte une garantie, c'est ce que j'allais vous demander. Les personnes relogées ont cette garantie, enfin les personnes qui sont concernées par ces démolitions, qui habitent actuellement ces bâtiments, vont être garanties d'avoir une solution de relogement grâce à cette charte. Mieux que ça, c'est que le critère de relogement, le premier critère de relogement, c'est le choix des familles. Il y aura des possibilités, par exemple, pour les décohabitations, pour les enfants ou pour les parents directs qui habitent dans le logement. Il y aura une prise en charge de l'intégralité des frais de déménagement et de transfert. Il y aura également une prise en compte au cas par cas, un accompagnement individualisé, personnalisé des souhaits des ménages pour soit rester dans le quartier s'ils le souhaitent, soit aller dans une ville de l'agglomération et ils deviendront prioritaires dans le relogement. Donc ils seront relogés en priorité avec la mobilisation de tous les contingents. Contingent de la préfecture, contingent des villes, contingent des 11 bailleurs. Donc c'est des conditions avantageuses, extrêmement favorables pour traiter dignement le relogement des personnes qui seraient concernées, pour vraiment qu'elles puissent évoluer au mieux, du mieux possible, qu'on tienne le plus en compte leurs souhaits. Et on a vu aussi que c'est un dossier forcément qui suscite aussi des oppositions. Est-ce que vous comprenez, Nicolas Dainville, que certains électeurs qui peut-être avaient voté pour vous en raison de votre position sur le Bois de l'Étang à l'époque puissent être aujourd'hui d'une certaine manière se sentir trompés? Est-ce que ça vous pouvez vous l'entendez? Écoutez, vous savez, dans la vie, il faut aussi s'adapter à une réalité. Moi, ma prise de position, elle se fondait sur les éléments dont j'avais en ma possession. Quand je suis devenu maire, j'ai vu une réalité différente. J'ai vu des avis différents de ceux uniquement sur lesquels on s'était fondé. J'ai vu aussi que les choses, elles évoluent. Cette charte n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe. Elle sécurise les parcours de relogement et donc forcément, ça change la donne. Tout le pont de la Ville-Dieu. Le pont de la Ville-Dieu, il va être intégralement refait, réaménagé. Si on n'en profite pas à la Verrière pour améliorer notre entrée de ville, dans le cadre de ce réaménagement du pont de la Ville-Dieu, la Verrière passera à côté de tous ces investissements. Ces investissements, ils étaient en discussion. Aujourd'hui, ils ont été confirmés par le département. Bref, vous savez, quand on est maire, les choses, elles évoluent. Et c'est vrai qu'il y a eu toutes ces évolutions qui m'ont conduit avec mon équipe à s'adapter à cette nouvelle réalité. Et donc j'assume totalement d'avoir évolué sur ce sujet à travers mes rencontres, à travers mes contacts avec les partenaires, à travers ces éléments que je viens d'évoquer, que sont surtout la charte de relogement
qui n'existaient pas auparavant. Une toute dernière question, il nous reste moins de 30 secondes, Nicolas Dainville. Il y a aussi une concertation qui va être lancée, du coup, à quoi va-t-elle servir? Parce que le dossier, du coup, est enclenché. Sur quoi va porter cette concertation qui a été lancée? Alors, ça fait 7 ans que la concertation elle a lieu. 7 ans, on a fait rêver les gens. Je reprends même les termes de Jean-Yves Blé, qui est dans le groupe minoritaire, qui dit que beaucoup de mensonges ont été racontés. Clairement, Madame Dutu s'est inscrite dans le protocole de préfiguration du NPNRU, le nouveau programme national de rénovation urbaine. L'ANRU, donc le NPNRU, n'accepte les dossiers que quand il y a des démolitions. Donc c'était, je pense, extrêmement particulier de s'engager dans ce process et de ne pas en profiter pleinement. Donc la concertation, elle commence, elle a déjà eu lieu. Il y a eu toute une enquête séquence qui a été menée avec près de 265 familles qui ont répondu à l'enquête. Une enquête très détaillée, telle que jamais elle avait été faite dans le quartier. Une petite partie finalement des locataires. Comment ? Une petite partie finalement des locataires, les 265 foyers. 45%, c'est quasiment la moitié des locataires, avec également des faux tracts qui ont été faits pour décourager les locataires de répondre à l'enquête. Donc, compte tenu de la crise sanitaire et de ces événements, le fait d'avoir quasiment la moitié des locataires, c'est extrêmement bénéfique. Dans les réunions publiques, je vous rappelle, il n'y a pas autant de personnes qu'on peut interroger. Donc c'est bien plus que le nombre de personnes qu'on peut interroger dans une réunion publique. Et que montre l'enquête ? Elle montre qu'il y a près de 60% des locataires qui envisagent de changer de logement dans les années qui viennent. Et parmi les 60% qui envisagent de changer de logement, près de 80% veulent partir du quartier. Donc c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en considération. Ces chiffres-là, on ne les avait pas il y a quelques mois, on les a aujourd'hui. Donc je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut bien évidemment les prendre en compte, les prendre en considération et trouver des réponses adaptées pour apporter durablement des réponses concrètes pour améliorer la vie du quartier. Merci Nicolas Dainville pour toutes ces précisions. L'actualité continue à être marquée également par les propos de Didier Lemaire, le professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Naufle à Trappes. Il dit vivre, pour rappel, sous protection policière, menacé suite à sa prise de position après l'assassinat de Samuel Paty. Nouvel élément, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, a pris la parole dans un communiqué de presse publié mercredi. Il revient sur des propos qu'il a tenus dans un article de nos confrères du Monde, dont il estime qu'ils ont fait l'objet d'interprétations pour certaines malveillantes et qui tendraient à dire qu'il sous-estimerait la situation de l'islamisme à Trappes. Voici ses propos. Il me paraissait contre-productif de tenir des propos définitifs laissant à penser que la bataille contre le séparatisme était perdue dans ce territoire. Il me paraissait également contre-productif de sembler stigmatiser les 32 000 habitants de cette ville. Fin de citation. Par ailleurs, on a appris dans l'après-midi, après cette prise de parole du préfet, que Didier Lemaire allait quitter l'Éducation nationale, une information sur laquelle nous reviendrons demain vendredi dans notre édition du 7-8 Week-end. C'est une première dans les Yvelines, une formation pour le personnel de la petite enfance a été mise en place par la ville de Versailles et l'hôpital Mignot. Le but, aider ces agents à repérer les troubles du neurodéveloppement chez les enfants. Les détails dans ce sujet d'Éléonore Sinoquet et de Justine Brasier. Une naissance sur 100 peut présenter des troubles du neurodéveloppement ou du spectre autistique. Pour les repérer le plus rapidement possible, la ville et le centre hospitalier de Versailles viennent de créer une formation spéciale pour le personnel de la petite enfance de la commune. J'en étais convaincue qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient former les professionnels de la petite enfance, tout d'abord de la ville de Versailles, qui vivent au quotidien avec ces petits bouts, qui déjà constataient des problématiques et qui étaient un peu perdus, ne savaient pas trop comment s'adapter, comment faire et puis comment arriver à guider les parents le plus vite et le mieux possible vers les gens compétents. Objectif donc, donner les clés pour mieux identifier, pour ensuite mieux accompagner. Environ 200 personnes vont être formées sur 14 demi-journées. Elles travaillent dans les crèches de la ville ou encore au relais d'assistants maternels.
La formation, elle est conçue pour être très pratique. Les professionnels observent le comportement spontané des enfants dans les différents temps de la crèche, par exemple, à l'entrée, dans la salle motricité, au moment du repas, du change, etc. Mais aussi qu'ils puissent être actifs dans l'observation en mettant en place des petits temps de jeu. Le trouble du neurodéveloppement, on le repère lorsque certaines compétences sont mises en défaut par rapport au calendrier habituel du neurodéveloppement de l'enfant. La municipalité et le centre hospitalier de Versailles souhaitent également mettre en place une prise en charge des enfants et des parents. Une première qui pourrait être étendue dans d'autres villes du département. On referme ce journal à plaisir. Le théâtre Eurydice est un ESAT, c'est-à-dire un établissement et service d'aide par le travail. Il accompagne les personnes en situation de handicap dans leurs projets professionnels. L'objectif, l'inclusion par la culture. Et Justine Brasier est allée à leur rencontre. Un théâtre qui fonctionne grâce à des personnes en situation de handicap. Objectif du théâtre Eurydice sauvegarde l'inclusion par la culture. CV, lettres de motivation, tous sont passés par un entretien d'embauche. Il y a un vrai travail de qualité. On ne fait pas de l'occupationnel en ESAT du tout. On est là pour faire un travail de qualité. On travaille avec des clients, on a des délais à respecter et une qualité à produire. Tous les clients qui travaillent avec nous sont contents, en tout cas, et satisfaits de la qualité de notre travail. Au programme, ateliers de confection de costumes, construction de décors, régie, son, lumière ou encore troupe de comédiens, l'ESAT regroupe des travailleurs en situation de handicap dans le domaine du spectacle vivant. Ils sont accompagnés par des professionnels. Quand ils arrivent, on a ce qu'on appelle un projet adapté personnalisé. Donc vraiment, c'est un projet professionnel. Ils nous disent ce qu'ils ont envie de faire et nous, on va être là pour les accompagner. On n'est pas là pour leur dire si c'est réalisable, pas réalisable. Voilà, c'est eux, c'est leur projet. On va faire au mieux pour les accompagner là-dedans. Donc si leur objectif, c'est de travailler en milieu ordinaire et d'aller on va faire de la restauration, et ben voilà, on va essayer de travailler avec eux petit à petit. Il est 9h, Rovnik arrive à l'ESAT. Le jeune comédien est malvoyant dû à une déficience visuelle de naissance. Il fait partie de l'atelier théâtre depuis 4 ans. En avril 2016, il a passé un casting sur 5 jours pour intégrer la structure. Ce matin, on a commencé des exercices physiques, voilà, d'1 heure. Et après, on a enchaîné, chacun travaille son texte. Ouais. Ouais. Et moi, je travaillais sur le mien, voilà, on répétait avec mon partenaire. Le feu, par exemple. À aucun prix, je ne me promènerai dans une forêt qui flambe. Mais moi, je sais pourquoi. Pour moi, pour les textes, les pièces de théâtre, il faut que ce soit agrandi. Ils sont obligés d'agrandir pour moi, pour que j'arrive à lire normalement. Rovnik a travaillé au Conservatoire de Versailles pendant 3 ans, parallèle de son accompagnement à l'ESAT. Il souhaiterait poursuivre dans la voie du spectacle vivant. Son but, être comédien. Pourtant, pas évident de trouver une place. Pour que ce soit les directeurs de casting acceptent aussi les personnes en situation de handicap aussi. Parce que c'est difficile de trouver des personnes qui ont envie de travailler avec des comédiens en situation de handicap. Pour l'heure, 57 travailleurs en situation de handicap travaillent au théâtre Eurydice. Il faut choisir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, place au 7-8 Week-end, une émission qui mêle actualité et idées de sortie et loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Et aux manettes, bien sûr, Éléonore Sinoquier et Célia Gatsango. Belle soirée à tous avec TV78.